Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Justine Biver qui est elle aussi coach de vie, donc on est entre consoeurs, c'est plutôt chouette, qui est elle aussi donc spécialisée dans tout ce qui est nutrition comportementale et nous allons vous parler des rééquilibrages alimentaires. Mais en fait, vous allez voir que cette conversation va aller beaucoup plus loin. On va bien sûr vous expliquer pourquoi en fait les rééquilibrages alimentaires sont un piège. On va aussi parler de l'expérience de Justine avec les troubles du comportement alimentaire. Comment est-ce qu'elle est tombée dedans? On va voir qu'est-ce qui a permis à Justine de se sentir à sa place. Quel est le bon moment finalement pour choisir de guérir des TCA? Qu'est-ce que c'est vraiment les TCA au fond? Quel est le message caché derrière tout ça? Quelles ont été les addictions de Justine? Qu'est-ce qui a aidé Justine à prendre du recul et à être plus alignée avec elle-même? Et elle va aussi nous partager le moment qui a été le plus inconfortable pour elle et tellement plus encore. Je vous laisse écouter cet échange qui a été très riche. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Justine. J'espère que vous y trouverez de la valeur. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'épisode. Et en fait, ouais, moi je suis tombée dans les troubles alimentaires. Il n'y a rien qui m'a été diagnostiqué, donc je veux dire dans l'alimentation troublée pour être juste au niveau de ce que je vis, même si je rentre dans tous les critères de la boulimie, mais euh, je suis tombée dans les troubles alimentaires à cause d'un rééquilibrage alimentaire qui a duré 6 ou 7 ans, je pense. Euh, et vraiment, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, à l'heure actuelle, le message que je porte, c'est faites attention à ce que vous faites si jamais vous avez un passé de régime, si vous avez déjà mis en place beaucoup de techniques, ou même ça peut être qu'une ou deux, mais pour essayer de perdre du poids d'une manière intentionnelle. Warning, rééquilibrage alimentaire, c'est un régime en fait, c'est un régime amaigrissant, c'est la même chose. C'est juste que c'est plus joli, ça porte un autre nom, un peu comme Weight Watchers, mais il y a toujours une volonté de perdre du poids de manière intentionnelle et donc tu mets en place des actions dans ton quotidien pour aller vers cet objectif de poids. Du coup, tous tes choix sont dictés par cet objectif de perte de poids et donc progressivement, et moi c'est ce qui m'est arrivé, tu te déconnectes de tes signaux corporels, tu te déconnectes de tes émotions, tu te déconnectes de ta vie en fait et tu passes à côté de plein de choses, de ta vie sociale, de ta vie amicale, de ta vie amoureuse, de tout ça. Et tout ça, à la base, juste parce que tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu penses que tu fais pas un régime, tu as la perception que c'est pas un régime, alors qu'en fait, tu es en plein dedans. Et avec le recul que j'ai, ben, tu vois, genre, quand je faisais un régime, je me disais, ouais, je suis occupée de faire un régime, je sais que ça marche pas. Je le sais, je suis pas conne, je sais que du cancre, la soupe aux choux, machin, ça fonctionne pas, ces trucs-là, c'est une solution de secours sur du court terme, et tu sais qu'après tu reprends tout. Enfin, ça, c'est ancré, je pense que les gens commencent à comprendre. Par contre, un rééquilibrage alimentaire, ah oui, non, ça fonctionne sur du long terme et tout. Ça marche bien, c'est facile. Euh, et donc, le jour où tu n'arrives plus à tenir ton rééquilibrage alimentaire, bah, tu te sens encore plus une merde que quand tu fais un régime, parce que tout le monde te dit que c'est facile, et donc si tu n'y arrives pas, en fait, c'est de ta faute, et t'es juste une grosse merde, en fait. Et moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue, c'est, mais je fais un truc facile, je le fais depuis 6 ou 7 ans, et comment ça se fait que maintenant j'y arrive plus, et pourtant il n'y a rien de compliqué. Et donc, en fait, c'est moi qui suis nulle, c'est moi qui ai un problème, c'est pas la technique, c'est moi le problème. Et ça s'infiltre dans ta vie d'une manière tellement insidieuse que tu le vois pas arriver. Et donc tu pars de je fais
je mets en place des toutes petites choses. Je veux plus faire un régime parce que je sais que ça marche pas. Je mets en place des toutes petites actions pour manger mieux, etc. Tu perds du poids et puis en 6 ans de temps, tu tombes dans une alimentation totalement troublée où tu bouffes plus de féculents à tes repas. Tu compenses chaque jour en mangeant moins, en faisant plus de sport. Et puis bah, petit à petit, tu tombes dans la boulimie ou en tout cas dans une alimentation très très troublée. Et tu comprends pas ce qui t'arrive parce que moi, c'était mon cas. Je savais pas ce qui m'était arrivé. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit, ben en fait, je comprends pas ce qui se passe. Je dois avoir un problème. Et à l'époque, j'étais indépendante, mais je travaillais, si tu veux, pour un organisme. Je vais peut-être pas dire le nom, mais c'était un organisme de coach où on était, je pense, 300 coachs en Belgique, en France, Luxembourg, etc. Et je sais pas, un jour, il y a une de mes collègues qui me dit bah, je pense que tu fais des crises d'hyperphagie juste parce que j'avais pris 10 kilos en 8 semaines et 15 kilos en 2 mois, tu vois. Donc vraiment le truc. Alors que j'avais perdu 40 kilos, puis j'ai pris 10 kilos en 8 semaines, et puis j'ai repris 15 kilos en 2 mois. Et donc, ma collègue, je lui en parle parce que je me sens safe avec elle. Elle me dit, mais je pense que tu fais des crises d'hyperphagie. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ça toute ma vie, tu vois, jamais, jamais. Les TCA, tout ça, je ne savais même pas ce que c'était. Et dans mes formations de nutrition qu'on avait faites, on ne voyait pas ça. Enfin, on les voyait vite passer, mais après, c'était au revoir, c'est pas notre problème. Donc, on se déresponsabilise de ce bazar-là et on n'en parle pas. Et donc, je me dis, crise d'hyperphagie, ok, je commence à chercher ce que c'est. Je dis, ah ben oui, c'est tout à fait ça que je vis. Et j'en parle au boss pour qui je travaillais dans ce genre d'entreprise, mais où on était indépendant. Et il me dit, crise d'hyperphagie, c'est quoi ces conneries? Et alors là, je le regarde et je me dis, mais toi, mon coco, t'es vraiment un con. Et tu comprends rien, en fait. Et ce jour-là, on devait remettre quand même un préavis et tout. Je lui ai envoyé ma lettre. Je suis partie et c'est là où j'ai vraiment opéré ce shift euh, pour moi, mais aussi pour les personnes que j'accompagnais parce que ça a été, crois-moi, ça n'a pas été facile, en fait, hein, de passer de coach en nutrition à coach anti-régime, anti-rééquilibrage et qui va plutôt travailler sur les sensations de faim, satiété, rassasiement, les émotions, l'épanouissement personnel, les valeurs et tout. Ça a été éprouvant psychologiquement de te rendre compte, putain, j'ai merdé. Ok, maintenant je comprends pourquoi est-ce que de temps en temps j'avais une dame qui me disait c'est du stress pour moi de suivre un plan alimentaire. Je le comprends parce que je le vis. Et bah, du coup, si je veux continuer à travailler, à faire ce que j'aime, je dois changer toute ma façon de faire. Et j'aurais pu continuer à être coach en nutrition parce que j'avais une activité qui cartonnait à mort, mais c'était plus du tout aligné avec moi, quoi, mais vraiment plus. Euh, j'ai besoin de couper à un moment donné aussi dans mon activité un petit peu pour me remettre en question, travailler sur moi, remettre des choses en place. Et, et puis bah, de reprendre d'une manière totalement différente. Mais alors aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que je fais des rééquilibrages alimentaires, mais non, non, je ne fais plus ça. Non, merci, je ne veux plus. Donc voilà. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages. Et en effet, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu as vraiment l'impression que tu fais les choses bien. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez ancré dans la société que voilà, les régimes, ça marche sur le court terme, mais pas sur le long terme. Alors que les rééquilibrages alimentaires, on a vraiment l'impression que oui, bah, c'est le truc à faire, qu'il faut se contrôler, etc., que c'est bien vu. Et comme tu l'as dit, en fait, ça s'installe de façon totalement insidieuse. Tu te dis que tu fais les choses bien, mais en fait, c'est des petites choses qui changent et tu concentres aussi toute ton attention sur ça, en fait, sur la perte de poids, sur le fait de manger le plus parfaitement possible, de faire attention à ci, à ça, et ça devient, en fait, ça devient obsessionnel, quoi. Et ça régit toute ta vie au Ouais, fur et à mesure. Et franchement, je me reconnais énormément dans ton partage parce que ça a été pareil pour moi. Pas dans le sens où j'ai voulu faire un rééquilibrage alimentaire, mais moi, je voulais juste manger mieux, tu vois. Et j'ai décidé de devenir végétalienne. Donc, à la base, ça partait d'une bonne intention, hein, d'être éthique, de faire attention, tu vois, mm, et tout. Mais en fait, je me suis laissée complètement embarquer par le truc. Et au lieu que ce soit moi qui ai le contrôle, ça a été l'inverse. En fait, j'ai complètement... Enfin, ça a été un hyper contrôle, tu vois. Et donc, ouais, je me reconnais aussi quand tu dis que bah, on pense que c'est nous le problème. Parce que ouais. je pense qu'on comprend pas, il y a vraiment, on se dit, bah, je comprends pas, je fais tout comme il faut. En plus, la société valorise ça. Tu suis le truc à la Elle te lettre, dit que c'est entre facile. guillemets. Voilà, on dit que c'est facile, tu as l'impression que tout le monde fait ça, etc. Tu es vraiment dans un espèce de moule. Et au final, ben, ouais, tu as vraiment la
perception que c'est toi le souci, alors qu'en fait, c'est non, c'est la méthode et que qu'il y a un truc à revoir à ce niveau-là. Mais en tout cas, bravo à toi de t'être remise en question, d'avoir osé aussi par rapport à ton activité. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as conscience du truc, tu peux pas rester dedans indéfiniment. Mm, Tu mm, as tellement conscience, et c'est transposable au TCA, je pense que quand tu as conscience que tu as un trouble alimentaire, que en fait, bah voilà, tu vas vivre ça toute ta vie, quand tu as conscience de... Quand tu prends du recul par rapport à ta situation, tu vois, quand tu réalises tous les effets délétères du trouble alimentaire, et non pas quand tu te complais dedans et que tu te dis que ça va. Enfin, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, non, mais en fait ça va, c'est pas si grave. En fait, je dis, non, mais enfin, t'es sérieux, quoi? C'est pas si grave. Moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais si, c'est grave. En fait, il y a ça que tu vis. Et je peux te faire une liste vraiment hyper exhaustive. Mais comme la personne, elle est dedans, ça la rassure. Elle a l'impression qu'elle fait bien, qu'elle a une espèce de contrôle sur sa vie. En fait, elle voit pas tous les effets délétères du trouble alimentaire. Et c'est important de prendre du recul. Et je trouve que plus tu prends du recul et de la conscience, c'est vraiment une histoire de conscience, hein. Au bout d'un moment, en tout cas, selon moi, tu peux pas, tu peux pas rester dedans là. Je pense que tu n'aurais pas pu, en t'étant rendu compte de tout ça, continuer à délivrer le même mm. message aux personnes qui t'accompagnent. Tu te serais senti mal d'une certaine façon. Alors qu'avant, c'était pas le cas parce que tu avais Clairement. l'impression de faire bien les choses. Tu te disais, bah ouais, en fait, c'était ta vérité. Mais comme ta vérité, elle a changé, ben, ça a impacté l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et clairement, enfin, euh, enfin, je minimise pas, tu vois, c'était vraiment difficile, c'était vraiment pas facile de complètement changer toute mon activité, tout ce que j'avais construit, enfin voilà, de me retrouver aussi toute seule puisque j'étais dans une certaine structure dans laquelle on avait de la pub, on avait des clients qui rentraient grâce au fait que je faisais partie de cette structure, cette communauté de coach. Mais non, c'était plus moi. En fait, je préférais ne même plus gagner d'argent et retourner travailler en tant que salarié, mais je voulais plus faire un truc en lequel je croyais pas. Tu vois, pour moi, ça c'est vraiment le truc que je peux pas. Je suis, enfin, je pense que, enfin, je crois que ça se voit. Je suis tellement vraie et parfois cache dans des choses que je dis que j'aurais pas pu en fait continuer à faire ce que je faisais de cette manière-là. Vraiment pas. Mais ça n'a pas été facile. Et alors, par contre, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est, tu vois, moi, ce qui m'a permis de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose, c'est pas que j'étais dans la boulimie, parce que, tu vois, je compensais mes écarts et tout, et donc, en fait, je voyais que je prenais pas de poids. Mon poids, il restait stable. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est le fait que j'ai pris autant de poids en si peu de temps. Et aujourd'hui, avec du recul, ben, en fait, je me dis merci à moi-même en fait, d'avoir pris ces 15 kilos en 2 mois, parce que c'est grâce à eux, grâce au fait qu'ils aient été là, que je me suis dit, ben, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je les remercie, ils sont pas arrivés sans raison. Et je me remercie vraiment tous les jours d'avoir mis ça en place parce que je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que je me sois fait dans la vie, c'est de me sortir de ce truc horrible où tout était calculé, où quand je sortais du cadre, je culpabilisais, ou bien je me disais, ah, demain il faut manger moins, ah, et je calculais déjà à l'avance qu'est-ce qu'il faut que je mange. J'encodais tout dans mon application de calories et tout pour bien vérifier que je rentrais dans les clous, où je sortais ma balance 2 fois par jour le lendemain d'un écart. Enfin bref, quoi, enfin, l'espace mental que ça te donne une fois que tu es sorti de là. Et donc merci à ces 15 kilos d'être arrivé en 2 mois. Je le dis avec beaucoup de recul, hein, mais et il n'y avait pas que ces 15 kilos, il y avait surtout le mal-être. Moi, quand je me rappelle à cette période-là, j'avais envie de mourir des fois. Tu vois, je me revois dans ma chambre en train d'envoyer un message vocal à ma meilleure amie et lui dire, je me sentais comme déconnectée de mon cerveau, comme s'il y avait une dissociation, tu vois, entre mon corps et ma tête. Et je me revois lui dire, j'ai envie de me suicider en fait, j'ai envie de mourir tellement je me sens mal et que je comprends. À l'époque, je comprenais pas encore ce qui m'arrivait, je savais pas ce que j'avais, mais je voulais que tout s'arrête. Et je l'avais même dit à mon mec, je dis, je veux mourir, je me sens tellement horrible que je veux mourir. Euh, et ça m'a permis de m'en sortir, mais encore une fois, je pense qu'on peut s'en sortir bien plus tôt que ça. On n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là. Euh, voilà ce que je voulais partager en plus. Merci encore une fois pour ton authenticité. Moi, j'apprécie beaucoup. Et encore une fois, je me reconnais tellement. Et je pense que c'est bien de le dire parce que souvent, les gens se pensent seuls, pensent qu'ils sont vraiment seuls à vivre ça. Ils se pensent très anormal aussi.
Et tu vois, moi aussi, il y a eu beaucoup de moments où franchement, j'étais au fond de mon lit, je me souviens. Et tu sais, j'avais mangé plus que d'habitude. Je me sentais mal dans mon corps, je me sentais grosse. Et je me souviens, bah pareil, je me disais de toute façon, je préférais ne pas me réveiller demain. Ouais, Tu vois, vraiment, je me disais là, en fait, non, je me disais même trop bien, je vais dormir, je vais être enfin en paix. En fait, il y avait ouais, que quand je dormais que j'étais en paix. Parce que dès que je me réveillais, c'était un peu comme une checklist géante de tout ce que j'avais à faire. Et je me disais, en fait, je savais que j'allais souffrir. Bon, après, quand je pensais à la nourriture, à la fois, ça me faisait peur. Et en même temps, je me disais, ça va être bien, ça va être un peu réconfortant, quoi. C'était vraiment le seul moment où mon cerveau se déconnectait. Sinon, c'était bah, comme toi, tu vois, tout le contrôle, l'application, la balance. Et en fait, ce sur quoi on concentre notre esprit, enfin, ce sur quoi on se concentre, bah, ça grandit dans notre esprit et ça devient notre réalité. ouais, Et à force justement de vouloir tout contrôler au niveau du poids de la nourriture, mais ça prend une proportion tellement immense que il n'y a plus de place pour le reste. Et au fond, ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on vit, bah, c'est d'expérimenter toutes les sphères de vie. Et là, il n'y ouais, a plus de place ouais, pour certaines sphères. Il y a des sphères qui n'existent plus. La vie sociale, souvent la vie amoureuse, bah, c'est vraiment pas ça, hein. Même la vie sociale, la vie professionnelle, elle est aussi grandement affectée. Donc, ouais, il y a vraiment un déséquilibre qui se crée. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se met en place vraiment de façon tellement insidieuse ouais. on se rend pas compte et puis au contraire, on a un objectif que tu sais, t'as la phase de lune de miel de perte de poids, de Mhm. contrôle, ça te rend un peu supérieur, tu te dis que tu maîtrises. Moi, j'appelle ça un peu la fierté malsaine des troubles alimentaires. Et, et, et tu te sens, je sais pas, moi, je me sentais puissante, alors qu'en fait, j'étais pas du tout puissante, en sérieux, j'étais vraiment, mais dans ma tête, j'étais mais d'une puissance, tu vois. Et je me dis, mais what the fuck, quoi, comment j'ai pu penser ça? Et pourtant, Ouais, je me disais, bah si, si. Et, et, et donc, merci, tu vois, de partager ça. Et merci aussi quand tu dis, bah en fait, j'ai pris ces 15 kilos et maintenant, je les vois comme un cadeau, en fait, comme ça a été une forme d'apprentissage, de leçon. Sur le coup, je pense que ça a dû te faire chier. Enfin, je pense que c'est jamais agréable, hein. Mais au fond, moi, je dis toujours un confort égale croissance. Euh, mhm. tout ce qui est pas confortable, tout ce qui se passe pas comme on veut, bah en fait ça nous apprend des trucs sur nous, sur peut-être nos blocages, sur nos peurs, sur ce qu'on a à développer. Et ça nous remet un peu dans le droit chemin, quoi, tu vois. En tout cas, Ouais. moi c'est comme ça que je le vois. C'est la vie, elle nous, comme je te disais tout à l'heure, la vie elle conspire pour nous, pas contre nous. En tout cas, c'est la croyance que j'ai. C'est une croyance plutôt aidante, de ma part. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Enfin, je pense que toi, ça t'a aidé à prendre du recul, après, du coup, à changer ton accompagnement vis-à-vis des autres personnes et à te sentir à ta place aujourd'hui dans ce que tu fais. C'est vraiment ça, c'est se sentir à sa place parce que tu vois, moi, à cette époque où j'ai pris ces 15 kilos en 2 mois, j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais. En fait, j'avais commencé mon activité du coup en 2018 et la première année, ouais, c'était génial. J'étais trop contente d'être partie de mon travail de juriste notarial et d'avoir changé de job et de pouvoir recevoir des gens et tout. Chez moi, j'étais trop contente. J'habitais encore chez mes parents, donc c'était chez eux en fait que je recevais mes consultes. Et c'était gai, tu vois, je voyais des gens qui étaient contents et tout, et ça me faisait vraiment plaisir. Et puis, à un moment donné où je sentais que vraiment, je m'essoufflais dans le sens où j'avais de plus en plus de gens qui venaient me voir, et du coup, j'avais des horaires de plus en plus à rallonge, et du coup, je commençais à 7 heures le matin, et je terminais à 21 heures le soir, et j'avais parfois pas de pause pour moi manger, tu vois, c'était tout vite, vite, en vitesse, j'avais le temps de rien faire, et j'avais vraiment un horaire, je travaillais 7 jours sur 7, tu vois, même à un moment donné, je me suis retrouvée à ce point-là. Et les moments où je mangeais, je te le dis aussi avec du recul parce que sur le coup, je comprenais pas, c'était le moment où je soufflais, tu vois. J'adorais ce que je faisais, mais j'avais plus une seconde pour vivre ma vie. En plus, j'étais occupée de déménager, j'avais acheté ma maison, on était occupé de faire les travaux et tout, on allait emménager, tout ça. Et j'avais tellement plus une minute à moi qu'en fait, manger à ce moment-là et faire mes crises, c'était le seul moyen que j'avais pour prendre soin de moi, tu vois. C'était vraiment le seul espace de disponible que j'avais pour prendre soin de moi.
Et j'arrivais pas à j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à dire non à mes coachés. Donc si elle me proposait un rendez-vous le dimanche à 17h, bah, c'était oui. S'il y en avait deux qui me proposaient la même date, bah, je réfléchissais, plutôt que de réfléchir à comment j'allais en mettre une un jour et l'autre l'autre jour, je réfléchissais à comment moi j'allais pouvoir me couper en deux, tu vois, pour te donner l'image du truc. Et puis, j'ai commencé donc à faire mes crises, je pense que c'était à la fin 2019, genre en septembre, quand en plus de tout ça, j'ai commencé une formation certifiante pour être coach de vie à l'Académie européenne de coaching à Bruxelles. Et où là, ça a été la perte de contrôle totale, ça, sans compensation à ce moment-là. Il n'y avait plus aucune compensation par le sport et tout. Je partais en vrille dans tous les sens d'un point de vue alimentaire. Et puis est arrivé le mois de mars 2020. Et tiens, du jour au lendemain, ah, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Euh, j'ai mon agenda qui se déremplit puisqu'il y a des gens qui veulent mettre leur suivi en pause parce qu'il y a notre cher ami Coco qui nous tombe dessus. Et là, je me dis, et j'avais pris hein, mes 15 kilos là. Et là, je me dis, waouh, je suis trop bien en fait de faire mes rendez-vous en visio avec ceux qui continuent un agenda plus light, de pouvoir aller faire mes petites balades dehors, de suivre mon rythme, de retourner un peu au sport par plaisir et tout. Et du coup, bah, j'ai compris en fait que mes crises, elles étaient là aussi pour me dire que j'étais pas alignée sur mon axe, j'étais pas dans mes valeurs, j'étais pas qui j'avais envie d'être. J'essayais de suivre un truc qui était pas moi du tout. Et ça m'a permis petit à petit, non seulement de sortir de mon trouble, mais qui finalement n'était qu'un message, c'était juste une information, mais pour me dire, en fait, l'organisation de ta vie, ça va pas, t'es pas du tout aligné avec qui tu es, donc remettre de l'ordre un petit peu à la fois. Donc j'ai d'abord commencé sur mon comportement alimentaire à travailler, et puis ça a été finalement la partie facile, tu vois, travailler sur la faim, satiété, rassasiement, plaisir gustatif et tout. Bah, c'est des concepts théoriques, quand tu les apprends, bah, ça se met relativement, enfin en tout cas pour moi, j'insiste, le pour moi, ça s'est relativement mis facilement en place. Et puis j'ai poursuivi mon travail sur le côté émotionnel. Là, ça a été un peu plus compliqué, euh, enfin plus compliqué, ça a demandé de me remettre en question, en fait, de faire un travail plus introspection. Et puis, il y a eu tout le travail sur les valeurs, apprendre à satisfaire ses besoins, à s'affirmer et tout. Et en fait, j'ai remis de l'ordre petit à petit dans ma vie, en démarrant par le truc le plus facile et en terminant par ce qui, à la base, me semblait une montagne insurmontable à franchir. Et c'est parfois ça aussi, tu vois. Genre, l'autre fois, j'avais au téléphone une dame qui me dit, en fait, moi, au niveau couple pro, tout ça, ça va pas. Mais je peux pas mettre toute ma vie entre parenthèses pour soigner mon trouble. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Vas-y étape par étape et on va commencer par le truc le plus facile et puis on va y aller petit pas par petit pas pour que les choses se mettent en place au fur et à mesure dans ta vie. Et moi aussi j'avais cette perception, mais je dois tout changer en fait dans ma vie, il n'y a plus rien qui va. Euh, mais ça se fait progressivement, je pense. Ça se remet en place petit à petit. Ça me fait penser un peu, tu sais, au côté tout ou rien, c'est-à-dire il faut que je mette complètement ma vie en pause pour guérir. Non, tu peux pas faire les deux en même temps et étape par étape. Tu sais, c'est soit je guéris ou soit je reste dans ma vie ou inversement. Alors que non, comme tu dis, c'est un cheminement et au contraire, c'est remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, un puzzle qui est un peu en bordel. Ouais, On va ouais, remettre les pièces petit à petit et c'est ça qui va harmoniser peu à peu la vie. Et justement, je pense qu'au fur et à mesure de ce cheminement que tu as pu faire, tu as dû te rendre compte que voilà, ça a harmonisé les sphères de vie, comme on parlait tout à l'heure, au fur et à mesure. Et c'est pas je laisse ma vie de côté et je m'occupe de mon TCA. Non, c'est en fait, justement, si la vie est déséquilibrée, il y a voilà, la racine. Enfin, le TCA, c'est qu'un symptôme, comme tu disais, d'une non-incarnation. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. ouais. C'est une déconnexion de son soi profond. Et en fait, c'est un message. En fait, le TCA, c'est juste un message que on n'est pas aligné. Alors, je sais pas si ce mot parlera à tout le monde, mais qu'on on s'est déconnecté de qui l'on est d'une certaine façon parce qu'on a laissé le pouvoir à l'extérieur et qu'on en a oublié son propre pouvoir, sa capacité à s'affirmer, à se connaître, à oser être soi. En tout cas, moi, je le vois chez mes coachés, il y a vraiment cette idée que l'extérieur a plus raison que Ouais. elle. Hein. En fait, c'est bah oui, bah, on me dit ça, bah oui, c'est vrai. Je dis, mais sur quoi tu te bases, en fait, pour dire que forcément, c'est vrai? Qu'est-ce qui te fait penser que l'autre a forcément plus de vérité que toi? Bon, après, Mais, ça vient souvent de l'enfance, hein, mais et la comparaison aux autres, et moi c'était beaucoup ça parce que, comme je t'expliquais avant qu'on commence à enregistrer le podcast aujourd'hui,
Je t'avais expliqué mon parcours scolaire où, enfin, déjà, même en primaire, tu vois, je faisais tout pour avoir des mots, pour pas devoir aller à l'école et pour pouvoir étudier chez moi. Et jamais aller au contact des autres, pas aller en cours et tout, étudier tout par moi-même. Et en fait, donc, maintenant, quand je me refais le film de mon démarrage de mon activité, où j'avais plein de gens qui venaient chez moi, enfin voilà, où j'avais un contact direct avec les gens, ben, c'était complètement désaligné avec ma façon de faire et d'être. J'adore accompagner les gens, mais j'ai besoin d'une certaine distance parce que c'est ma personnalité, c'est qui je suis, et je suis beaucoup plus efficace, efficiente, et je vais beaucoup mieux savoir aller enfin, en profondeur, etc., avec les personnes que j'accompagne quand mes coachings sont en visio, tu vois, et à distance, parce que c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne de manière optimale. Et donc, le fait d'avoir bah, tous mes rendez-vous sur les 7 jours sur 7 c'était complètement désaligné. Alors que si je regarde mon enfance, ben, j'allais déjà pas à l'école, tu vois. Donc, donc c'était, ça n'a pas de corrélation directe, c'était complètement décorrélé de ma manière d'être. Mais comme on me disait, et c'est là que je voulais en venir, comme on me disait, ah, mais si tu es coach en nutrition, ben, tu dois faire des rendez-vous en présentiel, c'est autant de minutes pour un rendez-vous, je sais pas moi, enfin bref, toutes les règles qu'on peut se donner pour... Enfin, tu vois, moi j'avais vraiment l'image de la petite nutritionniste de quartier que je devais être, tout comme j'avais l'image dans mes études de droit de la petite juriste notariale que je devais être, mais qui ne me correspondait pas du tout. Bah forcément, j'étais pas heureuse. Alors aujourd'hui, j'ai un horaire où je suis, où je coach, mais c'est plus du tout comme avant. C'est quelques heures que ça représente sur la globalité de ma semaine, euh, où je respecte vraiment mon rythme, parce que mon message, c'est j'ai envie que mes coachés se respectent, apprennent à satisfaire leurs propres besoins, et je peux pas le faire si je suis désalignée. Donc la priorité, c'est que moi, je reste alignée pour que eux voient que c'est possible et qu'on peut le faire et se sentir bien quand on le fait. Je te rejoins tellement et c'est exactement ça. Tu vois, ça fait aussi écho à moi, hein, dans le sens où il y a une personne, une fois que j'ai eu au téléphone comme ça, on appelle découverte pour le coaching, et elle me disait, mais pourquoi tu fais pas en fait des séances, tu sais, bah, comme voilà, je sais pas, les diététiciens un peu lambda qui enchaînent toute la journée. Et en fait, justement, je lui expliquais que, comme toi, grâce à un travail de connaissance de moi, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai besoin d'avoir du temps pour me recharger, pour me Ouais, ressourcer, et pour être en pleine énergie pour diffuser le meilleur à mes coachés. Et tout comme toi, je suis très à l'aise en visio parce que bah, ça me permet d'être un peu dans mon monde à moi et en fait être en présence de quelqu'un, comme je suis très empathe, mais je pense que c'est pareil pour toi, bah, je Mhm. ressens tout et ça m'épuise. Et en fait, je ne pourrais absolument pas passer une journée déjà en présentiel. Déjà, c'est difficile pour moi quand je fais 2 jours de séminaire. Bah après, je reviens, j'ai besoin d'une bonne journée pour me ressourcer, tu vois. Donc, si j'enchaînais ça, mais tous les jours de 7h à 19h, mais je serais épuisée. Je ne pourrais Pareil. pas bien accompagner au final. Je pourrais Ouais. même pas proposer tout ce que je propose aujourd'hui, tu vois, avec le suivi WhatsApp, où je réponds aux personnes. Je pourrais pas, j'aurais pas le temps, j'aurais pas l'énergie, j'aurais pas l'envie, j'aurais trop de clientes, je me perdrais. Donc en fait, je vais expliquer que bah, grâce voilà, à cette connaissance de moi, tout comme tu as pu le partager, bah, moi je procédais différemment. Donc c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas toujours évident à comprendre parce qu'il y a un espèce de moulage de la société et quand toi t'en sors, bah, ça pose question. Donc c'est Ouais. important de, ouais, déjà d'incarner et puis de aussi de faire comprendre, tu vois, là, le message que j'aimerais transmettre, c'est que bah, on a tous notre façon de fonctionner Mhm. qui marche le mieux pour nous. En tout cas, on a l'air de Ouais. fonctionner un peu pareil, bah, c'est comme ça. Et, et c'est beau aussi parce qu'effectivement, du coup, on montre à nos coachés qu'elles aussi, elles peuvent s'autoriser à faire différemment, Ouais. à ne pas rentrer dans ce putain de moule. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est mal. Si ça vous convient, ok, mais moi, perso, ça me convenait pas. Et je me suis toujours dit, bah, je suis anormale, ou j'ai un problème. On essaie de se mettre dans ce putain de moule, hein. On se dit, putain, c'est moi qui ai le problème, il faut que je m'y mette. Mais non, en fait, non, c'est juste que c'est un idéal, mais il y a tellement de façons de vivre la vie, de vivre, Ouais, c'est tu vois? moi, j'ai été beaucoup conditionnée par mes parents, tu vois, parce que j'ai été
en fait, mes parents, ils me disaient, tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais du moment que tu as des beaux points à l'école. Et donc, j'ai toujours été première de classe dans tout, vraiment, même à l'UNIF, c'était facile pour moi d'étudier. Mais c'est le seul truc que mes parents m'avaient demandé. Mais je devais être sage et avoir des beaux points. Tu vois, c'était vraiment ça. Et donc, du coup, bah, c'était pas facile de m'écarter de ce qu'ils me demandaient, en fait, de faire. En fait, en gros, c'était d'être dans l'excellence tout le temps. Et l'excellence, pour moi, ça voulait dire aussi coller au moule. Ça voulait dire ouais, avoir des beaux points à l'école, faire une belle carrière. Enfin, tu vois, ma maman, quand je me suis retrouvée en secondaire et qu'il a fallu choisir si j'allais aller en psycho ou en droit, ben, mes parents, ils m'ont dit, va en droit parce qu'en psycho, t'as pas de débouché, quoi. Donc, enfin, qu'est-ce que tu vas faire à aller en psycho? Et comme en plus, j'avais du mal en maths, ils m'ont dit, ah ouais, il y a des stats, surtout, va pas là. Et donc, bah, moi, je suis partie en droit, ce qui me plaisait aussi. Mais c'était pas mon truc, mais j'écoutais toujours beaucoup mes parents. Tu vois, en plus, je suis la plus grande. Mon petit frère, lui, il est complètement, comment dire, pas déconnecté, mais tout ça, il s'en fout. Il vit sa vie et il est bien, tu vois, il est plus petit que moi. Mais par contre, tu vois, genre l'autre jour, je dis à mon père, ah, moi j'ai plus que, je pense, deux, trois personnes qui viennent encore en présentiel parce qu'elles terminent leur accompagnement. Je dis, je fais tout en ligne maintenant. Et mon père qui dit, ah ouais, mais non, les gens de mon âge, ils aiment bien de venir te voir, de te voir en personne et tout. Mais maintenant, je n'écoute plus ce qu'ils me disent, tu vois. C'est sa perception, c'est son truc. J'écoute plus forcément bah, tous les conseils qu'ils peuvent me donner. Je prends ce qui m'est utile, mais je jette ce qui m'est pas utile. Et en l'occurrence, ça m'est pas utile parce que si je vais là-dedans, en fait, je suis désalignée. Je suis déconnectée de moi-même. Je trace ma route et puis c'est tout, quoi. Et puis, bah, on verra. Et puis, bah, si ça, à un moment donné, ça fonctionne pas, bah, je me suis déjà prouvé que je sais rebondir et je sais faire des autres trucs, bah, je ferai autre chose, quoi. C'est pas grave. Enfin, je te dis ça, mais je suis sûre que j'aurais vraiment très très peur, hein, tu vois, de me lancer dans autre chose. Je le sais, mais comment dire, j'ai moins peur qu'avant. C'est ça que je veux dire. C'est pas je suis sans peur, mais j'ai moins de peur qu'avant. Bien sûr, on va t'acheminer sur ça et effectivement, hein, c'est illusoire de penser qu'on n'aura plus jamais de peur, mais au moins je pense que ce qui revient dans ce qu'on partage depuis tout à l'heure, c'est prendre du recul aussi sur ce qu'on peut expérimenter et puis s'autoriser à, je sais pas, à faire différemment, tu vois, à faire selon ce que on a envie. Mais tu vois, par rapport au rééquilibrage alimentaire, pour en revenir à ça, c'est que encore une fois, on laisse plus de pouvoir à l'extérieur. On a l'impression qu'on fait bien. Et tu vois, ça fait écho à ce que tu disais là. Tu disais, bah voilà, mes parents me disaient d'aller en droit plutôt qu'en psycho. Franchement, j'ai vécu tellement pareil. Moi, on me disait, mais toi, t'as tellement des bonnes notes, mais va, fais bac S, tu vois. Bon, je sais que ça n'existe plus, mais c'est bac scientifique parce que les maths, la logique, c'est une forme d'intelligence. Et je dis bien, c'est une forme d'intelligence. Ouais, Parce que selon moi, il y a plein d'autres formes d'intelligence. Mais quand on nous éduque, on nous fait croire qu'il n'y a qu'une forme d'intelligence, qui est l'intelligence un petit peu logique, mathématique, et que quand tu es une brêle en maths, ce qui était mon cas, moi j'arrivais absolument pas à retenir les tables de multiplication, j'étais une grosse brêle, et du coup je me disais, mais t'es pas intelligente, tu vois, t'es nulle, ouais, t'es une merde. Et en fait, non, c'est juste que j'avais une autre forme d'intelligence. Et tu vois, tu voulais faire bac L, bac littéraire, bon, oh non, mais elle c'est pour les daubes, elle c'est nul, va pas en elle. Ou tu vois, en psycho, il y a comme une forme de hiérarchie. Mais en même temps, on peut pas, voilà, on peut pas en vouloir à nos parents parce qu'ils sont dans ce moule, tout ça. Mais c'est ouais, important de se dire que qu'est-ce que nous, on veut vraiment. Et le problème, c'est que quand tu as des figures d'autorité comme ça, bah, là, en l'occurrence, c'est tes parents, donc c'est des gens qui sont là depuis ta jeunesse. Tu prends un peu tout ce qu'ils te disent pour argent comptant et tu y vas. Et pourtant, je pense qu'au fond de toi, bah, tu savais ce que tu voulais. ouais. Et ben, de toute façon, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de la psycho. Hein. Je fais plus du droit, je fais de la Bah psycho, c'est ouais, clair. voilà, Euh, c'est notre réponse. donc, tu vois, je pense que je suis allée naturellement bah, vers ce qui me bottait. Et après, je regrette pas du tout mes études de droit parce que, par exemple, ça m'a permis d'acheter ma maison euh, toute seule. J'ai fait mon dossier, etc. Tu vois, comme je travaillais chez un notaire, bah, c'était vraiment facile. Et donc, il y a plein de notions aussi que j'ai qui me permettent, qui m'aident tous les jours. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait ces études-là. C'était vraiment des études enrichissantes et cool. Et qui m'ont appris sans doute à mieux me connaître. Ah tiens, ça j'aime pas. Par contre, ça j'aime bien, tu vois. Genre, quand je travaillais chez le notaire, moi je recevais à chaque fois les clients.
Mes collègues, elles voulaient pas recevoir les clients, elles se cachaient quand ils arrivaient et tout. Et c'était toujours, ah bah, Justine va leur parler et tout, toi, t'es douée pour ça. Et donc, bah, je recevais en rendez-vous les clients, je m'occupais surtout des successions. C'était vraiment une matière que j'adorais. Parce qu'il y a beaucoup d'empathie, je pense que c'est ça en fait, qui me plaisait. C'était vraiment accompagner les gens dans une transition de vie, en fait, tu vois, et c'était un peu leur seule personne ressource dans ce qu'elles traversaient, et c'est un peu la même chose, enfin, de manière différente, on est d'accord, mais que je fais aujourd'hui, c'est que je les accompagne dans une transition de vie, dans une transformation finalement, quelque chose de nouveau, un inconnu. Mm. Ouais, j'aime bien parce que tu dis que tout sert en fait, tu vois, dans la vie, même des trucs où finalement on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin. En fait, on se trompe jamais. On expérimente des trucs et on voit bien si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Après, le tout, c'est d'arriver à écouter ça et pas l'extérieur qui nous dit bah ça c'est mal en fait ou ça c'est Ouais, bien et de se dire bah non en fait moi j'aime pas et même si c'est considéré comme bien bah je vais peut-être prendre une voie différente et c'est là où et en vrai c'est pas toujours évident hein, parce qu'on s'expose aussi bah à une forme de peut-être de rejet tu vois de ouais. la part des autres où ils voudraient qu'on fasse comme ça ou ça c'est valorisé mais toi tu fais différemment mais en vrai moi ce que je trouve beau et tu vois là c'est aussi le bah, ça m'y fait penser parce qu'on est ensemble tous les deux. Je me dis, quand tu t'écoutes vraiment, bah, tu connectes aussi avec des gens avec qui tu te sens bien, qui te ressemblent et qui, où enfin, t'es un peu en famille, tu vois. Moi, j'appelle ça un peu des familles d'âmes, tu vois. Et t'es pas, Ouais. tu te sens pas un peu complètement paumé. Donc, en fait, c'est beau, je trouve. Et puis, tu finis par, comme toi, faire quelque chose qui te plaît, où t'es Ouais. à ta place, où t'es nourri, en fait, de l'intérieur et où, justement, t'as plus besoin d'aller te nourrir avec des compulsions parce que t'es pas aligné avec ta vie. Ouais, c'est exactement ça. Et j'en reviens par rapport à ce que tu viens de dire ici avec les compulsions. Tu vois, moi, quand j'avais mes compulsions alimentaires, j'avais pas que des compulsions alimentaires. Je faisais des achats compulsifs aussi. Donc, j'avais plusieurs formes d'addiction, ça et les anxiolytiques. Donc, vraiment, c'était les trois trucs que j'avais bah, très quotidiennement. Donc, par exemple, tu vois, le vendredi, quand c'était ma fin de semaine, j'allais dépenser plein de fric dans les boutiques. Et je réitérais cette expérience tous les jours. Mais en fait, c'est parce que j'étais frustrée dans ma vie, tu vois. Et idem pour l'anxiolytique avant d'aller me coucher le soir, c'est parce qu'en fait, j'étais anxieuse et angoissée tout le temps. Je me sentais jamais en paix. Je pensais que j'allais jamais être en paix de toute ma vie. Et mes compulsions, c'était un troisième truc qui venait s'ajouter au reste. Et il y avait tous ces messages en fait qui m'étaient envoyés. Ah ben, c'est quand même bizarre d'acheter tout le temps des fringues. C'est quand même bizarre de devoir prendre des anxiolytiques tout le temps. C'est quand même bizarre d'avoir des crises, etc. Et en fait, tout ça, c'était des messages pour essayer de me remettre sur mon droit chemin à moi. Après, encore une fois, je le dis avec beaucoup de recul, mais quand j'étais dedans, bah, clairement, c'était hyper pagué, désagréable. J'étais vraiment malheureuse au possible. Euh, Ce que je veux juste dire, c'est essayer d'apporter un message d'espoir et de dire que c'est possible de s'en sortir. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain parce qu'il faut être prête, mais une fois qu'on arrive à voir, encore une fois, que sur du moyen, sur du long terme, on aura plus d'avantages, plus de plaisir et moins de douleur à s'en sortir, alors on peut se mettre en mouvement à s'en sortir et c'est possible. Euh, ouais, Ouais, c'est un beau message et c'est important de le mettre en avant, que c'est possible en fait. Et c'est possible là pour les personnes qui nous écoutent parce que souvent, bon, je sais pas toi, mais parfois, j'ai des personnes comme ça aussi en appel qui me disent, bah ouais, mais pour moi, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible à partir du moment où on le décide, où on y croit. Je pense que c'est vraiment la première étape et où, comme tu l'as hyper bien dit, en fait, voir long terme, on en parlait aussi tout à l'heure en off, que en fait, il va y avoir plus d'avantages à long terme et que choisir la solution qui rassure, qui est un peu facile, entre guillemets, sur le court terme, où on a l'impression qu'on a plus d'avantages, bah, en fait, sur le long terme, ça va être tout l'inverse. Ça va créer une forme de chaos dans sa vie et de désalignement. Donc, c'est ouais, voir aussi sur le long terme. Et je pense que quand on arrive à faire ça, ça nous permet justement de se connecter un peu, moi je dis souvent, à la partie la plus sage de nous, tu vois, la partie la ouais, c'est ça. plus... on a plusieurs parties à l'intérieur de nous, enfin bref, ça c'est c'est ce que je vois en tout cas
de mon expérience. Et on a une partie plus primitive, tu vois, qui est plus axée court terme. On va chercher le plaisir à court terme, le confort à court terme, qui va éviter l'inconfort. Mais si on n'écoute que cette partie-là, en fait, on est souvent déconnecté de notre moi supérieur, de notre partie sage, qui, elle, a des projets, a des aspirations, qui voit plus grand, en fait. C'est ça, elle voit plus grand, elle voit plus long terme. Et du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à prendre du recul, tu vois, à te connecter davantage à cette partie-là? Euh, hmm. Bah, c'est intéressant parce que je pense que c'est un tout, enfin, c'est plein de petites choses. Je pense que déjà le fait que à la base j'ai réussi à changer de carrière alors que j'étais contre mes parents, tu vois, à partir du monde notarial et du salariat pour faire autre chose. Ça a été la première fois où je me rebellais un peu contre l'autorité et contre toutes les injonctions de la société et tout. Et ça a été mon premier step vers mon moi authentique. Et puis après, il y a toutes les autres injonctions qui sont revenues se greffer à ça. Et il faut, je dois, je ne dois pas, je ne devrais pas. Par rapport à mon activité que j'étais occupée de construire et toutes les peurs de mes parents qui sont revenues se greffer sur mes épaules et sur mon dos. Mais néanmoins, j'avais quand même cette expérience-là. Ah, su sortir du notariat pour faire autre chose. Bon, je suis pas encore à ma place, mais quand même, j'ai su mettre en place quelque chose. Donc, c'est cool. Je suis déjà contente, tu vois. Et puis, bah, je pense que ça a été une petite chose à la fois. Le fait que euh, mes crises, vraiment, le fait de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je leur dis merci pour ça, parce qu'elles ont permis d'initier ce changement-là et de me reconnecter à mon moi plus sage, comme tu le dis. Euh, et puis, ça a été aussi de prendre en compte le fait que toutes les peurs que j'avais, parce que j'avais vraiment beaucoup de peurs, beaucoup de blocages, c'était pas toutes mes peurs et c'était pas tout ne m'appartenait pas. Et j'avais le droit de vivre selon moi et pas tout le temps d'être dans il faut que j'agisse comme ça, il faut pas que j'agisse comme ça parce que mes parents, la société, etc. veulent que j'agisse de cette manière-là. Tu vois, c'était mon premier step, ça a été de me rendre compte qu'il existait un mouvement anti-diète culture dans cette partie-là de ma vie et de me dire ah c'est trop cool, il existe autre chose, waouh c'est génial et puis de me reconnaître dans tout ça et puis de me dire ah mais s'il existe un mouvement anti-diète culture, bah, peut-être qu'il y a aussi dans d'autres aspects de la vie où on peut être contre d'autres choses. Et là je pensais à l'école, tu vois. On n'est pas obligé de se fondre dans le moule. On peut être euh, autre, enfin quelqu'un d'autre en fait. On peut vivre autre chose. J'ai aussi le fait que mon petit frère, il a arrêté ses études à 19 ans pour se lancer dans l'e-commerce, le dropshipping, les cryptos et tout. Et enfin, il cartonne sur les réseaux. En fait. Et mes parents lui ont rien dit. C'est tant que tu es heureux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Lui, c'était pas tant que tu as des beaux points, mais c'était tant que tu es heureux, tu fais ce que tu veux. Et il me dira, mais c'est marrant en fait. Donc, du coup, moi aussi, tant que je suis heureuse, je peux faire ce que je veux. Le fait de aussi voir que les personnes qui m'entouraient n'étaient pas parfaites et qu'elles avaient chacune leurs défauts, leurs qualités. Et que donc, bah, moi non plus, j'avais pas besoin d'être parfaite. Euh, Ça m'a permis tout ça, toutes ces petites choses-là, de me reconnecter à moi, à enlever, à balayer l'une après l'autre les injonctions, les règles, les dictats. Et j'ai des règles, j'agis selon certaines règles, tu vois. J'ai pas tout enlevé, mais j'ai pu faire du tri, c'est plutôt ça. Ouais, donc ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ouais, te reconnecter à toi, en fait, et te rebeller. Tu vois, quand tu disais, tu as découvert aussi, comme si tu avais découvert qu'il y avait d'autres mondes, c'est-à-dire Ouais, le, le monde un peu anti-diet culture, le monde anti-école, comme si, en fait, ouais, comme s'il y avait qu'un truc, tu sais, la société nous montre qu'un truc, pas pareil, un corps. ouais, c'est Mais ça. non, en fait, il y a tellement d'autres, même les personnalités, je disais, ben, en fait, il y a des, je me suis rendu compte que mes proches, ils avaient leurs défauts, leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses, et que c'était OK, en fait, et que on est tous différents, et limite, on s'apporte les uns les autres, parce que là où peut-être moi, je vais avoir du mal, il y a quelqu'un qui va avoir des facilités, ça va être intéressant, en fait. Ouais, Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Enfin, du coup, bah, c'est puissant, tu vois, les clés que tu donnes. ouais. C'est, ouais, je sais qu'à la base, tu vois, on est.
cet épisode, je sais que enfin, est censé être orienté surtout sur les troubles alimentaires, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant du coup de voir tout ce que ça implique et tous les domaines de vie qui sont touchés par ça. Euh, et pas que l'alimentation, et pas que finalement le poids ou le corps, etc. Tout est imbriqué. On ne sait pas détacher un truc de l'autre. Parce que les TCA, par exemple, comme on le disait tantôt, c'est vraiment un message. Mais c'est quoi le message? C'est quoi qu'on va rechercher derrière? Je te donne un exemple pour que ce soit peut-être plus clair. Moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un de très anxieux, de très stressé, de très stressante aussi. Euh, et en fait, en travaillant sur tout ça, que ce soit le comportement alimentaire, mais aussi mes émotions, plutôt le développement personnel, les valeurs et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas un état normal que d'être stressé tout le temps et sur les nerfs. Et aujourd'hui, bah, je suis vachement plus zen, quoi. Et je pensais que ça faisait partie de ma personnalité d'être stressée, tu vois. Justine, c'est une fille qui est stressée. Bah non, non, je suis calme, j'arrive à prendre des décisions plus facilement qu'avant, je procrastine plus que j'ai à faire, j'avance. Euh, et pour autant, j'ai pas plus de, je suis pas plus comment dire, rassurée qu'avant dans mes domaines de vie. Il n'y a pas plus de sécurité, que ce soit financière, environnementale ou quoi que ce soit. J'ai pas plus de sécurité, mais je me sens plus à l'aise, moins stressée, plus apaisée dans tous les domaines de vie. Et ça se manifeste d'une certaine manière. C'est que tu vois, j'ai un débit de parole assez rapide. Mais avant, il était beaucoup plus rapide que ce qu'il est maintenant. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de toujours avoir besoin de combler le moins de genre là, tu vois, je cherche mes mots, bah c'est pas grave. Je me pose, je les cherche et puis on redémarre. Avant, c'était ouais, tu vois, ça partait vraiment dans tous les sens tout le temps parce que non, je pouvais pas me poser et réfléchir quoi. Maintenant, on va me poser une question, je sais pas répondre, bah, je vais attendre que ça me vienne. Pourquoi? Parce que je me sens plus apaisée. C'est en tout cas une des manifestations qui montre que je suis plus apaisée au quotidien. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu partages. Et je suis tellement d'accord. Je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent se rendent compte que ça affecte les troubles alimentaires affectent toutes les sphères de vie et ça se traduit, tu vois, même le contrôle alimentaire, le contrôle du corps. Mais réfléchissez-y, soyez honnête avec vous-même et demandez-vous à quels autres endroits de votre vie où vous cherchez à tout contrôler en fait. Et souvent, on Ouais. se rend compte qu'il y en a un paquet. Moi, rien que ça, je peux te dire, bah, je sais pas, il y avait, je sais pas, on cherche à contrôler les autres, on cherche à contrôler, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, c'est finances, enfin, tu vois, ne serait-ce que la restriction, bah voilà, restriction financière, moi, je m'autorisais pas à dépenser de l'argent pour moi, souvent. Restriction de plaisir, je me disais, non, mais j'ai pas le droit de me faire plaisir, mais tu vois, ne serait-ce que regarder un film, avoir du plaisir sexuel, en fait, sous plein de formes, je me privais. Et je me contrôlais d'une certaine façon, tu vois. Je me disais, non, mais c'est mal, il faut se contrôler et tout. Et en fait, c'est ça se retransfère dans plein d'aspects. Et là, c'est intéressant ce que tu dis comme exemple par rapport au fait que tu pensais que ça faisait partie de toi, en fait, cette nature anxieuse, alors que, ben non, en fait, je pense qu'on peut tout transformer. Après, je pense qu'on a des traits, tu vois, ça Ouais. va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais on a une forme de conception initiale, tu vois, on arrive, on a une forme de base, de socle. Mais après, on peut, tu vois, il y a des trucs qu'on peut modeler, quoi. C'est un peu comme on a des fondations, on va dire, puis après, on construit la maison qu'on veut. Mais oui, on a des Ouais. fondations, quoi. Et c'est ça le piège, souvent on pense que c'est qui l'on est. C'est un peu comme les TCA, tu vois, on se dit, bah, on est comme ça, et Oui, puis, c'est ça. mais Ça non, se fond avec notre personnalité. Ou par exemple, le trait de caractère, je suis trop gourmande. ouais, Moi, on m'a toujours dit ça hein, depuis que je suis toute petite. Justine, t'es trop gourmande. On m'a mis mon premier régime à 8 ans et j'ai oscillé enfin, j'ai été dans les régimes de mes 8 à mes 22 ans et puis un rééquilibrage alimentaire qui a duré pendant X années. Mais en fait, c'était ça, Justine est trop gourmande. Tu vois, donc tout de suite, on te colle cette étiquette de alors qu'en fait, bah, je sais pas, peut-être que je mange pas à ma faim et que c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis trop gourmande, vous me donnez peut-être pas assez à certains moments de ma journée. Et donc,
Je pense qu'en fait, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire en coaching, c'est faites-moi confiance sur le process, enfin, faites-moi confiance, mais remettez en question tout ce que je vous raconte. J'aime bien dire ça Ouais, ça me pour qu'ils parle. remettent vraiment tout en question, tu vois. Euh, Parce qu'on est tous et toutes différents et que c'est pas parce que moi je vais dire blanc que c'est forcément blanc, tu vois. Peut-être que c'est blanc cassé ou peut-être que c'est gris. Ouais, c'est marrant parce que moi je dis, je le dis mais d'une autre façon. Je dis à mes coachés, bah prends ce qui résonne en toi. C'est-à-dire moi j'ai pas la science infuse, tu vois, personne. Et il y a des choses que je vais te dire, ça va moins résonner, etc. Et prends toujours du recul sur ce que je te dis, parce que c'est pas parce que je te le dis que c'est la vérité et que faut tout prendre pour argent comptant. Donc tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu une autre façon de le dire. Mais effectivement, je pense que c'est important aussi que les gens fassent confiance dans le processus, parce que souvent, bah, il y a beaucoup de doutes, hein. Je pense que tu le vois dans cette phase de guérison, et c'est normal, hein. Je veux dire, quand tu t'engages dans un changement, bah, il y a toujours des questionnements, des doutes, etc. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est- c'est- j'aime bien comment tu le dis, parce que ça fait un peu opposition, tu vois. Fais-moi confiance, mais en même temps, remets en question tout ce que je dis. Ça peut pas être un peu paradoxal, mais j'ai l'impression que en tout cas, selon moi, la vie n'est que paradoxe, en fait. Et si on comprend les paradoxes et qu'on les maîtrise, ben, en fait, la vie, est plus Ouais, fluide. ouais, ouais. Une autre expression, ça me fait penser à ça, c'est il y a que toi qui habites dans ton corps, donc tu sais mieux que moi. J'aime bien dire ça aussi. Ouais. On a les mêmes phrases, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je dis toujours, je peux pas me... Écoute, il y a personne qui peut se glisser dans ta tête et dans ton corps, en fait. Tu vois, mais moi, là, j'ai beau avoir de l'expérience, j'ai beau avoir accompagné X personnes, j'ai beau avoir vécu les TCA, mais je sais pas ce qui se passe en toi là. Ok, je suis en pâte, je vois des trucs et tout, mais au fond, je ne sais pas comment tu te sens. Et personne en fait ne peut prendre le contrôle de ta tête et de ton corps. Et il n'y a que toi qui sais au plus profond ce qui est juste pour toi. Ouais, c'est Mais bon, ça. ça, c'est un C'est cheminement ça. parce qu'au début, quand on est dans un TCA, on est tellement déconnecté de nous qu'on ne sait plus trop. On est d'accord. Et enfin, j'ai quand même envie de revenir un peu là-dessus parce que j'ai pas envie que les gens pensent tout est beau, tout est rose tout le temps, etc. Et je sais que j'ai beaucoup cette tendance à montrer ça. Et parce que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, tu vois, je me sens pleinement remplie de tout ce qu'il me faut, de tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Euh, mais vraiment, moi, si je dois me repositionner au moment le plus dur, le plus inconfortable que j'ai vécu, c'est pas du tout quand j'ai commencé à guérir. Le moment le plus inconfortable, le pire moment que j'ai vécu toute ma vie, c'est le moment juste avant. Ça a été vraiment une douleur atroce. J'ai vraiment vécu ça très, très, très mal. Euh, et je sais à quel point c'est dur. Je le sais vraiment pour être passé par là. Et le processus de guérison, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours non plus, mais c'est plus facile que la période juste avant de décider de s'en sortir, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Totalement, totalement. Bah, ça fait écho aussi en fait, à ce que j'ai pu vivre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dis un truc, je me dis, ah oui, 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 bah oui, ça fait écho. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu sais, il faut arriver dans les extrêmes, pour finalement prendre une forme de décision, et toute grande transformation est précédée d'un grand moment d'inconfort, hein, généralement. Donc, Ouais, en général. Néanmoins, je pense vraiment qu'il y a moyen de ne pas aller dans cet extrême. Et moi, c'est vraiment le message que j'essaye de plus en plus de transmettre, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vivre exactement ce que moi j'ai vécu pour avoir cette impulsion cette intuition plutôt, je dirais, de vous en sortir. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Je pense qu'il y a une possibilité de faire autrement et de pas arriver à je veux me suicider, je veux mourir, je veux plus me réveiller demain, j'en peux plus, etc. Je pense qu'il y a moyen de pas attendre cet extrême-là et c'est pour ça que c'est important sur les réseaux sociaux notamment de véhiculer aussi des messages positifs autour de la guérison et pas seulement des messages en termes de ah ça va être difficile là tu vas prendre du poids ah c'est il faut avoir peur pour que tu t'en sortes enfin ça c'est aussi des choses que parfois je vois ben ça entretient un peu ce bah alors je veux pas guérir maintenant
Et du coup, je vais attendre d'arriver dans l'extrême. Je sais pas si tu me suis. Moi, en tout cas, les messages, quand je les voyais écrits de cette manière-là, ben, je me disais, ben, alors du coup, c'est pas pour moi tout de suite de m'en sortir, je vais encore attendre un peu. Mais du coup, au fur et à mesure que j'attendais encore un peu, parce que je voyais des messages négatifs vis-à-vis de la manière dont on s'en sortait, je continuais à m'enfoncer et donc à creuser de plus en plus l'écart entre moi et comment je me sentais de plus en plus mal et la guérison qui était de plus en plus éloignée de moi, tu vois. Et je pense que ça, c'est notre rôle aussi de dire la réalité des choses, mais de dire que non, c'est pas une souffrance de tous les jours de s'en sortir. Oui, c'est pas rose tous les jours, mais c'est plus facile que le cauchemar qu'on s'en fait dans sa tête, tu vois, parce que généralement, on s'imagine que c'est plein de douleurs, que c'est compliqué, qu'on va jamais y arriver, on voit une montagne, etc. Et au final, ben, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle et des personnes que j'ai pu accompagner, ben, c'est plus facile que ce qu'on pense. Et ça, je trouve que ça transparaît pas assez sur les réseaux et que ça donne pas. Enfin, moi, quand je lis certains trucs, ben, je me remets à ma place il y a quelques années, ben, j'aurais pas envie de m'en sortir, en fait, tu vois, parce que quand je vois les messages parfois qui sont véhiculés, ben, je me dis, ben, je préférerais rester dans mon inconfort avec mon trouble plutôt que de m'en sortir parce que j'ai la perception que ça va être une douleur atroce de m'en sortir. Et c'est Ouais. un message que j'ai vraiment envie qui passe plus. Je te rejoins tellement et je trouve que, ouais, comme tu dis, c'est bien qu'on en discute aujourd'hui et je suis ravie que tu puisses, bah, tu vois, le dire, appuyer là-dessus et j'ai aussi envie, tu vois, de contribuer à ça. C'est vrai que moi, je suis transparente tout comme toi, donc il y a aussi ce côté de, bah voilà, c'est pas magique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais effectivement, ça, comme on Non, disait, c'est ça. ça peut être fun, ça peut être... enfin, moi aussi, pareil, quand je l'ai vécu, je me dis, mais en fait, c'est cool. En fait, waouh, c'est comme tu dis, c'est pas si horrible que ce qu'on s'était imaginé, parce que quand on est Ouais, dedans, on a une perception erronée, en fait. On voit que bah, les côtés négatifs et on voit pas tout ce que ça va nous apporter. Et ça, en fait, tout ce que ça nous apporte, mais c'est tellement plus puissant que tout ce que le trouble alimentaire peut apporter, même si quand on est dedans, on a l'impression que c'est tellement une réalité qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous rassurer, nous apporter plus de, je sais pas, de confort, entre guillemets, même si c'est pas un confort, hein. Moi, je dis souvent, on est dans une forme de zone de refuge, qu'autre chose, tu vois ce que je ouais. veux dire? Mais Et ouais, pourtant, et pourtant, le cauchemar, il est là. Le cauchemar, c'est cette période-là. C'est ça qui est le cauchemar. C'est pas le fait de s'en sortir. C'est pas le fait de totalement. mettre des choses en place pour s'en sortir, le cauchemar. Le cauchemar, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Exactement. Exactement. Donc, c'est inverser les perceptions, en fait. C'est au lieu de se dire, le cauchemar, c'est la guérison, et ce que je vis, c'est on va dire ça va, bah, c'est plus de se dire, enfin, inverser. Prendre conscience qu'il y a voilà, toujours des avantages et des inconvénients dans les deux, mais que la guérison, bah, Et pour moi, c'est ce à quoi aspire notre vrai nous, tu vois, notre nous sage. ouais, c'est en fait rééquilibrer tes perceptions. C'est te dire, enfin, comprendre, ok, je perçois pour le moment plus de plaisir, enfin, pas plus de plaisir, on va dire plutôt, je douleur à rester dans mon trouble et je perçois plus de douleur à sortir de mon trouble. Et du coup, c'est d'aller rechercher, ben, finalement, c'est quoi tous les inconvénients de rester dans ton trouble et ce serait quoi tous les bénéfices de t'en sortir. Et tu perçois plus de douleur, plus d'inconvénients à en sortir. Et tant que tu as cette perception qui est déséquilibrée, ben, en fait, tu ne sais pas t'en sortir. Et donc, le but, ça va être vraiment de rééquilibrer cette perception-là et de voir, ben non, c'est pas si confortable que ça, c'est pas si j'éprouve des douleurs à rester dans mon trouble. C'est quoi ces douleurs-là? Tu peux les énumérer. Et à l'inverse, ce serait quoi pour moi les bénéfices? Mettons que tu n'as pas trouvé les vrais bénéfices, les vrais inconvénients de la situation, et ça demande de bûcher un petit peu dessus. Tu resteras probablement dans ton trouble. Et donc, en rééquilibrant tes perceptions, je pense que tu peux t'en sortir avant d'arriver à l'extrême de je veux mourir comme moi je suis arrivée, tu vois. C'est ça que je veux dire. Hmm. En tout cas, ouais, c'est un super exercice, tu vois. Là, je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent faire. Donc, bah, prendre le temps, comme tu as dit, de vraiment de l'écrire et de le poser. Et même si les réponses viennent pas tout de suite, hein, de s'y remettre parce que c'est pas un exercice qui est hyper facile. Mais je pense que
Est-ce que toi, tu verrais peut-être d'autres outils justement pour ne pas arriver à cet extrême? Parce que là, tu en as donné un qui, selon moi, est puissant à condition de l'appliquer, bien sûr. Mais est-ce que tu vois peut-être d'autres choses qui pourraient être utiles? Le même exercice, mais dans l'autre sens, d'aller rechercher tous les bénéfices, tous les avantages à rester dans ton trouble pour faire redescendre la charge émotionnelle liée à ça et te juger moins par rapport au fait que tu es dans ton trouble. Donc, aller rechercher pourquoi, enfin, tous les bénéfices et ne pas t'arrêter avant d'en trouver au moins 20. Tous les bénéfices que tu as à avoir ton trouble alimentaire, un peu comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure en off, mais voilà, mon trouble me permet d'être moins anxieuse. Ok, le fait d'être moins anxieuse, ça te permet de faire quoi? Donc d'aller chercher les bénéfices primaires, secondaires, tertiaires, et ainsi de suite de ça. Mon trouble me permet d'être moins anxieuse, le fait que je sois moins anxieuse me permet de mieux m'occuper de mon fils, le fait de mieux m'occuper de mon fils me permet d'être en fait une meilleure maman qui est à l'écoute, qui est calme, qui se sent bien. Et donc, du coup, la charge émotionnelle liée à ton trouble et au fait que tu te juges comme étant une mauvaise personne ou te trouver nulle parce que tu as un trouble, redescend un petit peu. Ok, c'est là pour une raison. Et donc, du coup, tes perceptions sont un peu plus rééquilibrées et il y a plus de chances que tu arrives à, du coup, voir que tu peux tracer ta route et te sortir de ton trouble parce qu'il y aurait aussi des avantages à t'en sortir. Bah écoute, merci pour ces deux exercices. Donc, Donc c'est là, le même déjà, exemple je pense que... dans deux sens différents, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est bien de le faire dans les deux sens, effectivement. Comme ça, c'est complet, j'ai envie de te dire. Et comme tu l'as dit, ne pas s'arrêter à ah bah j'ai pas de réponse, bon bah je sais pas, j'y arrive pas, je suis nulle, c'est pas fait pour moi cet exercice. Non, non. Et puis aller chercher, comme tu as dit, creuser, c'est-à-dire pas rester qu'en surface, mais aller descendre en fait étage par étage pour vraiment comprendre bah, ce qu'il y a derrière, quoi. Donc bah merci pour ça. Je sais pas, est-ce que tu vois d'autres choses? Enfin déjà, je trouve que c'est pas mal. Ouais, et la dernière chose par rapport à ça, c'est vous allez, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on va peut-être pas y arriver, on va peut-être pas trouver 20 exemples comme ça tout d'un coup. D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou que ça intéresse quelqu'un, je peux l'envoyer par écrit l'exercice. Ce sera peut-être mieux que de le dire oralement comme ça, voilà, si jamais tu en as besoin. Mais c'est de laisser reposer l'exercice si on ne trouve pas toutes les réponses et tous les exemples, faire dodo dessus quelques nuits, une semaine, 2 semaines, y revenir plus tard, ou bien que ça reste en tête. Tiens, c'est quoi les avantages? Et puis au fur et à mesure que le temps va passer, ben, il y a des exemples qui vont venir en tête, et pas se prendre la tête, oh merde, j'y arrive pas. Indulgence, c'est normal. Moi, ce que je dis, c'est avec du recul, c'est parfois ce que je peux donner à mes coachés, mais on va le faire ensemble. Déjà, c'est une chose, je laisse pas la personne le faire tout seul, de manière guidée et accompagnée. Euh, je vais travailler. Donc, déjà, essayer de le faire toute seule, c'est waouh, chapeau, quoi. Si vous arrivez déjà à essayer de le mettre en pratique ou à essayer de réfléchir dessus, c'est génial. Et si c'est pas le cas tout de suite, bah, c'est rien, en fait. C'est pas grave. C'est chaque chose en son temps. Une chose à la fois. Ouais, je te rejoins. Et c'est vrai que souvent aussi, c'est plus simple quand on est accompagné, effectivement. Tu vois, moi, c'est un peu bah pareil, le genre d'exercice que on peut voir en coaching. Et Ouais. c'est plus simple pour la personne de le faire avec quelqu'un. Tu vois, moi, je vais questionner, en fait, ça va pas être juste à l'écrit. Et là, la personne, ça lui demande, bah, du coup, de réfléchir, Ouais. de... C'est pas le même contexte, en tout cas. Donc, effectivement, si, comme tu l'as dit, vous arrivez à le faire à l'écrit, c'est top. Si c'est pas le cas, euh, bah après, voilà, typiquement, je pense que c'est des choses qu'on fait toutes les deux en coaching, vous aider à ouvrir un peu vos perceptions, à vous poser des questions que vous n'avez pas l'habitude, à voilà, avoir des avantages, des inconvénients, enfin des choses où c'est pas naturel en fait. Et nous, c'est notre métier et ça vous permet justement de vous ouvrir à quelque chose de plus aligné et, et d'avancer, tout simplement. Ouais, ça peut être aussi simplement en parler avec quelqu'un. Si par exemple quelqu'un écoute ton podcast, tu vois, ça peut être ah ben tiens, ça m'a fait penser à ça, je vais en discuter par exemple avec mon conjoint ou avec une copine euh, pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être que ça cheminera pas plus loin que là, mais je le pose ne fût-ce qu'à l'oral, tu vois, même pas nécessairement à l'écrit, mais tiens, moi je me rappelle que parler avec mon compagnon, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, de lui dire les choses que j'apprenais au fur et à mesure pour m'en sortir. Ouais, je le vois avec des personnes que j'accompagne qui, pareil, elles ont leur conjoint.
et elles me disent ah bah j'ai parlé de ça, enfin voilà, elles avaient peur et en fait elles en parlent avec leur conjoint et ça les aide. Elles prennent conscience de certaines choses euh, et en fait je pense que c'est une question ouais, de s'ouvrir, de partager un petit peu qu'est-ce que vous pouvez vivre et aussi avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est enrichissant en fait, ça permet de cheminer. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi, s'ouvrir en fait, je dirais. Oser en Et ouais. discuter en s'entend dans un cadre safe, c'est hyper important. Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire tout de suite. Moi, il m'a fallu un petit peu le temps pour en parler avec mon compagnon. Et puis quand je me suis sentie suffisamment en sécurité, je lui ai dit, écoute, je dois dire quelque chose, je mange en cachette. Je cache les emballages de barres protéinées parce que moi, c'était ça que je mangeais. Et pourtant, c'est dégueulasse, mais je les cachais dans le fond de la poubelle et tout. Et je lui ai dit, écoute, c'est moi qui les ai toutes mangées. Et je lui avais dit, je vais avoir besoin de manger les choses qui me font envie tous les jours et je veux pas que tu me juges, je veux pas que tu fasses de réflexion, etc. Et donc, je crois qu'il m'a vu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois manger de la glace tous les soirs pour le dîner. Et le fait qu'il me dise rien, qu'il me laisse faire, bah, ça m'a vraiment soulagée d'un poids, quoi. Ça m'a enlevé. Tu sais, tu as parfois des conjoints, des compagnons qui vont dire tu manges encore ça, mais c'est pas méchant, c'est parce que leur compagne leur a peut-être dit si tu vois que je mange un truc qu'il faut pas, entre guillemets, dis-le moi parce que je fais attention à ce que je mange et tout. Sauf qu'en fait, ça continue à alimenter le trouble et à aggraver la situation. Et donc là, le fait de poser son cadre avec l'autre, écoute, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin que tu me laisses manger ce que j'ai envie de manger, j'ai besoin que tu ne me juges pas et que tu ne fasses pas de réflexion à l'oral. Ok, mais moi franchement, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc ça peut être un autre exercice en plus du reste, c'est ça. C'est en discuter et poser son cadre avec l'autre. Ouais, je te rejoins totalement. Et oui, c'est vrai que ça permet justement de se libérer d'une forme de OK, on va me juger, qu'est-ce que l'autre va en penser, tu sais, toute cette charge mentale qu'on peut avoir dans cette situation-là. Après, peut-être la difficulté, ça va être de d'oser, justement, d'oser poser son cadre. Mais là, tu Ouais, vois, tu as donné un exemple et je pense que ça aide, je pense, ne serait-ce que de t'entendre le dire. Les gens se disent, ah, OK, bah, je peux le dire comme ça. Ça va les inspirer à le faire parce que ça instaure un climat de sécurité, en fait. On se dit, bah voilà. Et je pense que, comme tu dis, les gens ne disent pas ça pour être méchants, mais parce que, oui, alors soit non. la personne leur a dit, si je mange ça, dis-le moi. Ça peut être une ex-conjointe ou autre, un ex-conjoint, ou peut-être simplement la société, hein, tu vois, du style, une femme qui mange beaucoup, ah ouais, tu vas manger tout ça, mais c'est pas forcément méchant, ça peut être juste une remarque un peu neutre, quoi. Mais quand on a un TCA, souvent, c'est pas ce qui aide, quoi. Donc, merci pour ces partages, pour tous ces exercices. Franchement, et pour partager ton histoire, tout ce que tu as vécu, tu as donné plein de pépites. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aurais envie de nous partager avant qu'on termine progressivement le podcast? Euh, je pense que la dernière truc que je pourrais partager, c'est garder espoir. Euh, la vie n'est pas finie. Il y a encore plein de temps. Enfin, tant qu'on est en vie, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en application. On peut vivre une vie épanouissante. La vie, ça doit pas être un combat chaque jour, ça doit pas être un cauchemar, mais ça doit pas non plus être un. Essayer de ne pas idéaliser non plus une certaine vie, un certain physique. Essayer de pas être dans le fantasme ni dans le cauchemar et juste vivez, quoi. Ayez l'espoir que c'est possible pour vous aussi. Commencez déjà aujourd'hui à vivre. Et vivre, ça peut-être être juste de vous demander qu'est-ce que j'ai vécu de cool aujourd'hui. Et si c'est caresser votre chat, parce que moi j'ai un chat et j'adore mon chat, bah c'est cool, c'est bien, c'est suffisant. Donc ayez espoir et faites preuve, essayez en tout cas de voir les belles choses qui vous entourent au quotidien. Ça peut déjà vraiment beaucoup aider. J'adore. Merci pour ces mots parce que c'est important, tu vois, de dire, de garder espoir, de garder la foi et de se connecter, comme tu l'as dit, à ce qui fait du bien. J'ai bien aimé quand tu as dit le chat, ça fait des choses toutes simples en fait. Des choses toutes simples, donc merci. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens, donc je suis pleine de gratitude que tu aies accepté l'invitation, que tu sois venue aujourd'hui ici. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Justine, s'il y a des personnes qui voudraient prendre contact avec toi?
Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Justine_B_coaching. Euh, et sur Facebook, donc Justine Biver, coach de vie et coach en nutrition comportementale. Et voilà, c'est les deux canaux où on peut me retrouver jusqu'à présent. Et bah trop bien. De toute façon, je mets toujours tous les liens dans la description du podcast ou de la vidéo. Si, je sais pas, vous nous écoutez sur YouTube, vous retrouverez tout ça juste en dessous. Et bah merci Justine, écoute, Euh, nous, tu voulais ajouter quelque chose? Merci à toi. Merci à toi. Oui, c'était te remercier pour cette invitation parce que c'est vraiment cool. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est dans le même domaine, en tout cas, d'activité que moi. Et c'était vraiment chouette parce que je te trouve rayonnante, souriante, adorable, tout ce que tu veux. Et c'était vraiment super chouette d'échanger avec toi. Vraiment. Bah pareil, moi c'est toujours un plaisir. De toute façon, je le savais déjà à l'avance, mais bref. Et ben merci. Franchement, on vous dit avec Justine, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. On espère que vous allez avoir, que vous aurez eu plutôt beaucoup de valeur. Et puis, euh, et puis on vous dit à très bientôt. Moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast Savoure la vie. Et voilà pour ce très bel échange avec Justine. Pour ma part, je retiens cette idée que guérir, ça a tellement plus d'avantages que de rester dans cet TCA. Et que c'est pas quelque chose de chaotique, d'horrible, comme souvent on peut se l'imaginer quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, mais qu'au contraire, c'est un magnifique cheminement. C'est en fait un chemin de connaissance de soi, d'ouverture à soi, d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, qui peut être mais juste incroyable. Et c'est justement ce que j'accompagne à faire mes coachés. Je les accompagne de passer des troubles du comportement alimentaire à une vie où elles se sentent libérées, apaisées avec la nourriture, mais aussi et surtout avec elles-mêmes. Parce que les troubles alimentaires, comme vous avez pu le voir, eh bien en fait ce n'est que la surface, ce n'est qu'un symptôme d'un mal-être plus profond. Et c'est justement ça qu'on va travailler ensemble en coaching. Alors ça peut faire peur, mais je vous assure, c'est un travail qui est très libérateur et qui est magnifique quand on est accompagné par la bonne personne. Donc la bonne personne, c'est la personne avec qui vous vous sentez bien, où vous sentez que vous avez confiance, où vous sentez que vous allez pouvoir vous ouvrir, parce que ça c'est très important. En tout cas selon moi, le lien, moi j'ai un lien particulier avec mes coachés, un lien d'amour, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je dis, mais d'amour spécial bien entendu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. N'allez pas voir un thérapeute, un coach parce qu'on vous a dit qu'il fallait aller voir ce coach, ce thérapeute, parce qu'on dit que c'est le meilleur, parce que c'est le moins cher, parce qu'il a tel ou tel diplôme. Non, écoutez votre cœur. Ça doit résonner, ça doit vibrer en vous. Voilà, d'ailleurs si à ce propos vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez en savoir plus sur le coaching, vous trouverez tout en barre de description. Moi je fais toujours un appel découverte avec vous, on prend le temps de se connaître, on voit justement si le coaching il est fait pour vous, si vous vous sentez bien avec moi et inversement, parce qu'un coaching c'est une co-création. Je vous laisse regarder tout ça pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux aussi qui sont déterminés à dégommer, à dire bye bye au TCA. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.